À Bordeaux, la pluie tombe différemment que dans les autres villes. Je m'en suis rendu compte pour la première fois à 14 ans, sur les berges de la Garonne, en repeignant la vieille barque en bois de mon père. Ce jour-là, quand la pluie a commencé, je ne me suis pas enfui. Je suis resté. Le pinceau à la main, l'eau trempant mes cheveux, les cercles à la surface du fleuve s'élargissant puis disparaissant, j'ai compris quelque chose, certaines choses ne deviennent visibles qu'une fois mouillées. Je m'appelle Camille Vernet. J'ai 38 ans. Je suis pathologiste experte à l'Institut médico-légal de Bordeaux, et chaque matin en me rendant au travail, je me pose la même question, quand est-ce que cette ville va finir par t'épuiser? Je ne trouve jamais la réponse. Parce que je m'arrête au milieu de la question. À 7h30, quand je suis descendu au sous-sol de l'institution, l'odeur stérile m'a brûlé les narines. Le formaldéhyde, le métal froid, et en dessous de tout cela, ce silence lourd qui a toujours été là, que nul désinfectant ne parvient à effacer. D'autres personnes fuient ce silence. Moi, j'y trouve confiance. Le silence ne ment pas. Les gens ici ne peuvent plus mentir. C'est pourquoi il m'a toujours été plus facile de leur parler, à eux, qu'à ceux du dehors. Cette pensée me dérange. Mais le fait de ne pas pouvoir changer cela me dérange encore davantage. Mon assistant Thomas Payet attendait devant la porte avec un dossier. 26 ans, du genre à être touché par tout, à vouloir tout noter. Il allait faire un bon scientifique, il apprenait encore à devenir un homme bien, et comprendre la différence entre ces deux choses lui prendrait du temps. Madame Vernet, dit-il en me tendant le dossier. Un nouveau cas est arrivé ce matin. Mais il y a quelque chose. Dites-moi. L'identité n'a pas pu être établie. Aucun document sur lui. Mais il y a une note intéressante dans le rapport de la gendarmerie maritime. Je pris le dossier. Il avait été retrouvé sur les côtes de la Gironde, au nord du bassin d'Arcachon. Homme, 40 ans environ, bien nourri, en bonne condition physique. À première vue, une noyade. Mais le responsable de la gendarmerie maritime avait noté quelque chose, en petits caractères, tout en bas du procès-verbal, cicatrice spécifique sur le majeur de la main gauche. Pas un cal de friction typique d'une corde d'escalade. Pourrait provenir d'un autre type de corde. Je m'arrêtai. Thomas semblait attendre une réaction. À quelle heure pouvons-nous commencer l'examen? Demandai-je. Il est prêt maintenant. Je descendis. L'homme était sur l'acier froid. Mon visage resta neutre, c'était quelque chose que ce métier m'avait appris, différer les émotions lors du premier examen, laisser les yeux faire leur travail. Mais quand je regardai le doigt de la main gauche, quelque chose attira mon attention. Thomas avait raison. Cette marque ne ressemblait à rien de ce que j'avais l'habitude de voir. Photographié, dis-je. Sous tous les angles. C'est déjà fait, dit Thomas. Je m'arrêtai. Je le regardai. Depuis quand prenez-vous les photos à l'avance? Je voulais que ce soit prêt quand vous arriveriez. C'était une petite chose. Mais les petites choses annoncent les grandes. Parfois elles sont les grandes, avant même qu'on puisse les voir. Ce matin-là, vers 10h, lors du deuxième examen, je trouvai quelque chose juste sous la clavicule gauche. À première vue, ça semblait ordinaire, une vieille cicatrice, bien guérie, datant d'années auparavant. Mais son angle, ses dimensions et son empassement avaient pour moi une signification très précise. Cette plaie avait été refermée avec une intervention médicale professionnelle. Sur le terrain, en dehors des conditions standards, mais par des mains compétentes. Thomas, dis-je. Documente cette cicatrice. Et aussi le tatouage sur le mollet droit. Juste une copie pour l'instant, pas d'identification. Le tatouage a de l'importance? Je ne sais pas, dis-je. Mais effacer ce qui n'a pas d'importance est moins dangereux que rater ce qui en a. Thomas prit note. Je continuai. À la pause déjeuner, je m'assis seul dans la petite cantine de l'institution. Mon café était devant moi, je ne le bus pas. Je regardai le dossier. L'homme sans identité, le bassin d'Arcachon, la marque de corde sur le doigt gauche, la cicatrice sous la clavicule. Mon esprit travaillait sur quelque chose. Essayer d'établir des connexions, ne parvenait pas encore à tout assembler. Je reconnaissais ce sentiment, le sentiment qu'une chose approchait. Pas le vent, mais le changement dans l'air qui précède le vent. C'est à ce moment que la porte de la cantine s'ouvrit. J'entendis sa voix avant de la regarder, des pas bas, contrôlés, du genre à savoir exactement où il se dirige. Puis je regardai. Elle semblait avoir dans les 55 ans, peut-être un peu plus. Un manteau gris foncé,
en dessous un pull uni. Les cheveux platine, coupe courte. Pas de maquillage sur le visage, mais son absence ne se remarquait pas, son visage portait en lui-même une expression qui rendait le maquillage superflu. D'autres tables étaient libres dans la cantine. Elle s'assit à 2 tables de moi. Elle ne commanda rien. Elle s'assit, simplement. 30 secondes passèrent. 1 minute. Je la regardai. Elle me regarda aussi. Mais son regard ne m'analysait pas, il cherchait à lire ce qu'il y avait en moi, regarder plus profondément que la surface. Ce regard, je le reconnus. Parce que je regardais de la même façon. Non pas les visages des gens, mais ce qui se trouve sous les visages. C'était le regard d'un pathologiste. Ou de quelqu'un qui regardait comme tel. Vous travaillez ici, dis-je. Rien ne m'avait obligé à demander. C'est arrivé, c'est tout. Non, dit-elle. Je suis venue pour poser une question. Vous avez demandé qui? Vous, dit L.J. m'arrêter. Je posais mon café. Moi? Vous êtes venu pour moi? Oui. Elle ajusta sa veste. Je m'appelle Élise Fontaine. Analyste criminelle de la gendarmerie, retraitée. J'ai travaillé 17 ans à Bordeaux et dans les départements environnants. Camille Vernet, dis-je. Médecine légale. Je sais, dit-elle. Je veux vous parler de l'homme amené dans votre institution ce matin. Quelque chose se tendit en moi. Mais mon visage ne bougea pas. Ce cas n'est pas encore dans le cadre d'une enquête active, dis-je. L'identité n'a pas pu être établie. Je sais, dit-elle. C'est pourquoi je suis là. Le silence s'étira entre nous. Un bruit léger venait de la cantine, le lave-vaisselle ou la ventilation, ce n'était pas clair. Pourquoi une analyste retraitée vient-elle dans mon institution pour un cas qui n'est pas actif? Demandai-je. Élise Fontaine posa les mains sur la table. À l'index de la main droite, une vieille cicatrice, petite, décolorée. À son poignet gauche, une montre bon marché. Le bracelet était usé. Parce que cet homme n'est pas un cas inactif, dit-elle. Et dans peu de temps, il deviendra très actif. Je suis là pour que certaines choses ne disparaissent pas avant que vous le sachiez. Disparaissent? Des preuves, dit-elle. Ou pire encore, vous. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Je ne répondis pas. Je ne savais pas si j'allais répondre. Mais je ne partais pas non plus. Vous avez vu le tatouage? Demanda L.J. me figeait. J. n'avait parlé du tatouage qu'à Thomas. Je n'en avais parlé à personne d'autre. Ce matin. Seulement 3 heures avant que cette femme soit là. Comment le saviez-vous? Dis-je. Parce que j'ai déjà vu ce tatouage, dit-elle. Sur un autre corps. Dans une autre institution. Il y a 8 ans, à Toulouse. Un employé sortant de la cantine nous regarda, puis continua son chemin. Élise Fontaine observait ma réaction, combien j'en savais, combien j'avais peur, jusqu'où je pouvais aller. J. faisait la même. Évaluation à son égard. Quand 2 personnes se reconnaissent sans s'être jamais rencontrées, cette sensation est étrangement familière. Nous étions dans une sorte d'impasse. En réalité, nous menions chacune une vie tranquille et accomplie, et pourtant les événements nous avaient ramenés l'une vers l'autre. Et vous, les lecteurs, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Approchez-vous de la table, dis-je. Ma voix était plate. Prenez votre café. Elle vint. Elle s'assit. Elle ne prit pas de café. Le corps à Toulouse il y a 8 ans, dis-je. Que s'est-il passé? Le dossier a été clos, dit-elle. Rapidement. Très rapidement. Sur décision de qui? Du parquet. Mais derrière le parquet, il y avait autre chose. Je n'ai pas pu le prouver. La retraite est arrivée avant moi. Avez-vous des regrets? Elle s'arrêta. Pour la première fois, elle hésita. Chaque jour, dit L.E. en prononçant cette phrase, l'expression sur son visage changea, sous ce visage contrôlé et calculateur, quelque chose apparut. Ce n'était pas de la fatigue, c'était tout le contraire. C'était la vitalité d'une chose inachevée, les années avaient passé, mais la braise n'était pas éteinte. J. reconnut cette braise. Parce qu'elle brûlait aussi en moi. Parlez-moi du tatouage, dit je. Parla. Ces 40 minutes assez dans la cantine cet après-midi-là furent le début de tout ce qui allait suivre.
Je ne le savais pas à ce moment-là. Mais je sentais cette braise. Certaines choses ne deviennent visibles qu'une fois mouillées. Était à Bordeaux, la pluie avait commencé. Dehors, au-dessus de la Garonne, le brouillard descendait. Les gouttes de pluie coulant sur les fenêtres de l'institution s'accumulaient sur la surface froide de l'acier, comme des questions attendant une réponse. Et si vous ne voulez pas manquer la suite de cette histoire, abonnez-vous dès maintenant. Je peux vous dire que sur les côtes d'Arcachon, quelque chose est sur le point de commencer. Élise Fontaine revint le lendemain matin. Cela ne me surprit pas. Je savais qu'elle reviendrait, je l'avais vue dans ses yeux, dans cette braise inachevée. Les personnes inachevées reviennent. C'est leur force la plus grande et leur aspect le plus dangereux. À 8h40, j'attendais dans la salle des archives du sous-sol. Thomas posa une question, je m'arrêtai dans le couloir devant la porte et dis « Attends un peu ». Je ne savais pas s'il attendrait. Il attendit. Un bon assistant, selon moi, pour exactement cette raison, il sait quand attendre sans qu'on le lui demande. Quand Élise arriva, elle portait sous le bras un classeur marron foncé. Ancien, aux coins usés. Aucun tampon officiel dessus, c'était un détail important. Ce que vous avez apporté, vous ne l'avez pas obtenu par les canaux officiels, dis-je. Non, dit-elle. Cela pourrait vous créer des problèmes juridiques. Beaucoup de choses que j'ai faites auraient pu me créer des problèmes juridiques, dit-elle. Ne pas faire ceci en aurait créé de plus grands. Elle posa le classeur sur la table. Avant que je l'ouvre, je levai la main. Racontez-moi d'abord. Je regarderai les photos et les documents ensuite. D'abord, de votre bouche. Elle hésita. Puis s'assit. Il y a 8 ans, sur les berges du canal du Midi, à l'est de Toulouse, on avait retrouvé le corps d'un homme. Dans la quarantaine, en bonne condition physique. Première évaluation, crise cardiaque. Élise avait été intégrée à l'évaluation en tant qu'analyste criminel régional de l'époque, procédure de routine, formulaire à signer, dossier à clore. Mais avant de signer les formulaires, elle avait regardé la région de l'épaule gauche. Du cadavre. Ce n'était pas vraiment un tatouage, très petit, à peine visible, un symbole simple gravé sous la peau. 2 lignes parallèles avec un court trait vertical entre elles. Ce n'était pas un alphabet. Cela pouvait être un codage, ou un marquage. Qu'avez-vous pensé à ce moment-là ? Demandai-je. Rien, dit-elle. C'est-à-dire que mon esprit avait pensé quelque chose, mais ne l'avait pas encore dit. Vous connaissez cette sensation ? Je connais. J'ai photographié. J'ai ajouté au dossier. 3 jours plus tard, le dossier a été clos. Verdict de mort naturelle. J'ai protesté. Mes supérieurs n'ont pas accepté ma protestation. Une semaine plus tard, ils m'ont muté dans une autre région. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après 8 ans ? Élise joignit ses mains sur la table. La cicatrice sur le doigt de la main droite était plus visible sous la lumière de ce matin. Parce qu'il y a 3 jours, un ancien collègue m'a appelé. Quelqu'un de la gendarmerie maritime de Bordeaux. Il m'a raconté le cas sur la côte d'Arcachon. Y compris la marque sur le doigt gauche. Je m'arrêtai. Votre collègue vous a spécifiquement parlé de la marque ? Ce doigt de la main gauche, dit-elle. Celui de Toulouse aussi avait la même marque. Le même doigt. La même lésion tissulaire. 2 corps. 2 villes. 8 ans d'écart. Le même doigt, la même marque. Ce n'était pas une coïncidence. La coïncidence n'existe pas dans ce métier, la répétition entre les faits parle toujours un langage. Il faut savoir le lire. Je n'ai pas accès officiel au dossier de Toulouse, dis-je. Je sais, dit-elle en poussant le classeur vers moi. Vous avez ma copie. J'ouvris le dossier. Je regardai les pages, ce n'était pas l'original, c'était des copies manuscrites. Mais nettes, ordonnées, reproduites avec soin. C'était celui du mort de Toulouse. Photos, mesures, notes du premier examen, et ensuite les choses disparues, formulaire de contestation, demande d'évaluation supplémentaire, tout semblait avoir été coupé et retiré des archives officielles. Mais Élise les avait. Comment avez-vous gardé tout cela pendant 8 ans ? dis-je. Au sous-sol de ma maison, il y a une boîte, dit-elle. Ancienne, d'apparence ordinaire. Elle contient des journaux de plusieurs dizaines d'années. Ce dossier se trouve sous ces journaux, au fond de la boîte. Et personne n'a posé de questions ?
On a fait une perquisition chez moi une fois. Non officielle. 2 ans plus tard, quelques mois avant ma retraite. Ils n'ont rien trouvé. J'entendis Thomas frapper à la porte. Légèrement, comme pour demander. Je fermai le dossier point. J'ai encore besoin d'un peu de temps, dis-je à voix haute, vers la porte point. D'accord, dit Thomas. Sa voix s'éloigna point. Élise me regardait point. Le fait de vous entraîner dans cette affaire, dis-je. En êtes-vous consciente? Oui, dit-elle point. Pourquoi l'acceptez-vous? Parce que vous avez remarqué, dit-elle. Cette marque, cette cicatrice, ce tatouage. Quelqu'un d'autre ne regarderait pas une deuxième fois. Vous avez regardé. Cela me dit quelque chose. Quelque chose s'ouvrait en moi, que je ne comprenais pas encore tout à fait, mais que je ressentais. Cette femme m'avait-elle choisi? Ou la situation nous avait-elle réunis? La différence importait-elle? Cet après-midi-là, je continuai l'examen détaillé du corps d'Arcachon. Thomas était à mes côtés. Je lui dis certaines choses, d'autres je ne les dis pas. C'était la première fois que je faisais cela, cacher des informations à Thomas, ce qu'un bon mentor ne ferait pas. Mais certaines informations attendent d'être comprises avant d'être partagées. Et la marque sur le doigt gauche correspondait exactement à ce qu'Élise avait décrit. À celui du corps de Toulouse. La profondeur, l'angle et la localisation de la lésion tissulaire. Et la cicatrice sous la clavicule étaient aussi importantes. Refermée des années auparavant, dans des conditions non stériles mais par une main compétente. C'est le travail du terrain, intervention d'urgence, conditions avec des ressources limitées. Armée? Structure privée, et sur l'épaule gauche, déguisé mais visible, ce petit symbole. Pas exactement comme à Toulouse, cette fois, pas de 2 lignes parallèles. À la place, 3 points, en forme de triangle, gravés sous la peau. Un symbole différent. Mais la même technique. La même main. Thomas, dis-je point. Oui. Quand vous avez documenté ce signe, dans quelle section du rapport l'avez-vous mis? Dans les constatations générales, dit-il. Procédure standard. Non, dis-je. Documentez-le comme annexe séparée. Et pour cette annexe, faites votre propre dossier à part. Pas dans mon ordinateur, dans le vôtre. Thomas s'arrêta. Il me regarda point. Pourquoi séparément? Demanda-t-il point. Parce que certains documents peuvent disparaître avant d'entrer dans le dossier principal, dis-je. Et je veux qu'il ne disparaisse pas, sur le visage de Thomas, quelque chose à ça, de la compréhension? De l'inquiétude? De la curiosité? Peut-être les 3 en même temps. D'accord, dit-il. Et il prit note. Ce jour-là, à 17h, en sortant de l'institution, Élise attendait devant la porte. Je ne m'y attendais pas. Je voudrais vous inviter chez moi, dit-elle. Ce soir. Pourquoi? Aimez-vous beaucoup les journaux? Dit J. compris. Elle ne parlait pas seulement du contenu de la boîte. Il y avait autre chose là-dedans. C'était un petit avion dans le quartier de Pessac, au sud-ouest de Bordeaux. Le jardin était entretenu, mais pas trop, il y avait des plantes, poussant d'elles-mêmes, sans intervention. En entrant dans la maison, je remarquai, des livres partout. Pas en désordre, mais sans catégorie, le droit à côté de la botanique, la criminologie à côté de la poésie. Asseyez-vous, dit J. m'assit. Elle prépara du thé. Sans me demander si j'en voulais, elle prépara. Cela aussi me dit quelque chose, elle m'avait observé, elle savait ce que je buvais. Où elle trouvait la question inutile. Elle descendit au sous-sol. Quand elle revint, elle avait 2 boîtes dans les mains. Elle ouvrit la première. Des journaux. Vraiment des journaux. Le dossier en dessous. Elle ouvrit la seconde. Des photographies. J. m'approchait. Je regardais. 5 photographies différentes. Des années différentes, des endroits différents. Mais dans chacune, un point commun, une silhouette masculine, l'arrière-plan changeait, mais la posture de la silhouette était la même. Les épaules légèrement en avant, le poids sur le pied gauche, la façon de tenir la tête. Qui sont-ils? Dis-je. Je ne sais pas, dit Élise. C'est pourquoi 8 ans ne sont pas passés. Où avez-vous trouvé ces photos? L'une de ceux qui avaient fait clore le dossier de Toulouse a pris sa retraite 2 ans plus tard. Il s'est installé à Bordeaux. Un soir,
il a bu et a raconté des choses. Moi, j'ai écouté. Elle s'arrêta. Avant sa mort, il a voulu me contacter. Il m'a laissé ses photos. Avant sa mort? L'année dernière. Crise cardiaque. J'ouvris le dossier. À nouveau. Cette fois plus lentement. En tournant ces pages, je vis un nom. En petits caractères, écrit sur le bord d'un procès-verbal. Ce n'était pas un nom français. Ou il semblait français, mais ne l'était pas. Réseau vide, dis-je à voix haute. Involontairement. Élise se figea. Où avez-vous trouvé ça? Dit-elle. Sur cette page, dis-je en posant le doigt sur la page. Élise s'approcha. Elle regarda. Puis elle s'assit lentement, non pas sur la chaise, mais presque par terre. Je n'avais pas lu cette page, dit-elle. Jamais? Non. Je ne savais pas que cette page était là. Sa voix avait changé, dans ce ton contrôlé, une petite fissure était apparue. Quelqu'un d'autre a aussi accédé à la boîte du sous-sol. La pièce se fit silencieuse. Dehors, la soirée de novembre à Bordeaux s'assombrissait. Les plantes non taillées du jardin se transformaient en silhouettes dans l'obscurité. Réseau vide, répétai-je. Réseau vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, dit Élise. Mais dans sa voix, il y avait désormais de l'hésitation. Peut-être qu'elle savait. Peut-être qu'elle ne voulait pas savoir. Vous êtes aussi honnête que vous voulez l'être sur ce sujet, dis-je. Pas durement, juste correctement. Elle me regarda longuement. Il y a 8 ans, dit-elle enfin. La personne qui voulait faire clore le dossier de Toulouse m'a dit 2 choses. La première, arrête de t'intéresser à cette affaire. La deuxième, tu n'as jamais entendu parler du réseau vide. Et vous? Et j'ai fait comme si je n'en avais jamais entendu parler, dit-elle. Jusqu'à ma retraite. Et après la retraite aussi. Jusqu'à la côte d'Arcachon. Jusqu'à ce que vous voyiez cette marque, dit-elle. Parce que moi, je ne pouvais pas voir. Je n'ai pas accès à cette institution. Mais vous avez vu. Et cela a dégelé quelque chose qui était figé depuis 8 ans. Ce soir-là, en sortant de chez Élise, en poussant la porte du jardin, je ressentis quelque chose de familier, mais que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le poids d'être au milieu d'une affaire. Le poids d'être du bon côté, car je sais que le bon côté pèse toujours plus lourd. J'y m'assis dans ma voiture. Avant de démarrer, je restai assise quelques secondes, immobile. Réseau vide. Réseau vide. 2 corps, 2 villes, 8 ans. La même marque, des symboles différents. Un dossier clos à Toulouse. Quelque chose sur le point de s'ouvrir à Bordeaux. Et quelqu'un d'autre avait accédé à la boîte du sous-sol. Cela signifiait qu'Élise n'était pas seule. Et que moi non plus je ne l'étais plus désormais. Mais ne pas être seul ne signifie pas être en sécurité. J'y démarrai la voiture. Les phares illuminèrent les rues mouillées de Bordeaux. Mon institution était à quelques pas. Les dossiers attendaient. Thomas attendait. Était au milieu de cette histoire, quelque chose d'autre encore attendait, quelque chose dont je n'avais pas encore trouvé le nom. Ce moment allait tout faire basculer. Et si vous ressentez maintenant la chair de poule, laissez un like. Nous découvrons ensemble la vraie signification du réseau vide. Je m'appelle Camille Vernet. Et il y a quelque chose que je dois vous dire maintenant. J'ai passé 13 ans en médecine légale. Avant de venir à Bordeaux, j'ai travaillé 3 ans à Paris, 2 ans à Lyon. Durant cette période, j'ai rencontré des affaires qui vous réveillent la nuit. Je ne dis pas cela comme une plainte professionnelle, les affaires qui vous réveillent sont en réalité le vrai cœur du métier. Un travail qui ne vous réveille pas est un travail mort. Mais certaines affaires vous réveillent autrement. À part la peur, mais avec vous. Elles vous aspirent à l'intérieur d'une chose, sans que vous le réalisiez. Et un jour, vous regardez en arrière, vous ne comprenez pas quand vous êtes entré. Cette affaire m'a aspiré à l'intérieur. Mardi matin, je suis arrivé tôt à l'institution. Thomas n'était pas encore là. Je l'avais fait exprès. J'ouvris le dossier d'Arcachon depuis mon propre ordinateur et je pris avec moi la photo de la page que j'avais remarquée la veille soir chez Élise. Réseau vide. 2 mots. Écrit sur le bord du procès-verbal, en petits caractères, comme noté au hasard. Ce n'était pas au hasard. Parce que la pression de l'écriture était différente,
le stylo avait été posé sur la page comme si la main était là, mais pas la pression de quelqu'un qui écrit en voulant écrire. La pression de quelqu'un qui était obligé d'écrire. Quelqu'un avait écrit cela en secret. Non pas pour ne pas documenter, mais pour documenter de façon à ce que très peu de gens le voient. Quand j'eus compris cela, je regardai le dossier avec des yeux différents. Thomas arriva à 8 heures. En me voyant, il marqua une pause. « Vous êtes arrivé tôt. » « Oui, dis-je. »« Regarde ça. » Je posai les 2 pages du procès-verbal devant lui. « Tu peux les analyser ? Type de papier, encre, pression d'écriture. Correspond-il au document standard ? » Thomas regarda la page. « C'est du dossier de Toulouse ? » « Oui. »« Il y avait une raison pour que vous ne me le disiez pas hier ? » Je m'arrêtai. Je regardai Thomas. 26 ans, qui prenait les photos à l'avance, qui savait attendre. « Il y en avait une, dis-je. Mais aujourd'hui je te le dis. Et à partir de maintenant, je te dirai tout. » Thomas baissa la tête. « D'accord. » Ce matin-là, je travaillais à l'institution sans attirer l'attention. Je gardais le dossier d'Arcachon uniquement dans le registre administratif puisqu'il n'y avait pas d'enquête active, l'étape suivante nécessitait que le parquet prenne en charge l'affaire. Pour cela, il fallait soit que mon rapport de conclusion soit finalisé, soit qu'une demande externe arrive. Ce jour-là, vers midi, la demande externe arriva. Un courrier du parquet de Bordeaux. Signature, procureur en chef adjoint Laurent Mas. Le dossier médico-légal du corps d'Arcachon était demandé en urgence pour leur service. Urgent. Tampon rouge. Je lus le courrier 2 fois. À la 3e lecture, je remarquai, le tampon, urgent, n'était pas standard. Dans ce type de courrier, le tampon porte un code d'approbation spécifique. Le code sur ce tampon ne figurait pas dans la liste actuelle. Ce n'était probablement pas un faux. Mais c'était le courrier de quelqu'un qui utilisait un ancien formulaire, quelqu'un venant de l'extérieur des circuits, ou quelqu'un qui connaissait très bien les circuits. Je le montrai à Thomas. « Tu peux vérifier le code, » dis-je. Il revint 3 minutes plus tard. « Le code est invalide, » dit-il. Sa voix était plate, mais pas ses yeux. « Je dois signaler ceci à l'unité juridique de l'institution, » dis-je. « Oui, » dit Thomas. « Et autre chose. Pour l'instant, seulement nous 2 savons que nous avons reçu ce courrier. » Thomas comprit. « Ça doit rester ainsi ? » Encore un peu, dis-je. J'appelai Élise l'après-midi. Elle m'avait donné son numéro la veille soir. « Un courrier est arrivé du parquet, » dis-je. « Un courrier bizarre. » « Quel genre de bizarre ? » Code invalide. Ancien format. Demande en urgence le dossier d'Arcachon. Court silence. Raccrochez le téléphone. Attendez-moi en bas. 15 minutes. Je raccrochai. 12 minutes plus tard, sa voiture s'arrêta devant l'institution. Je montai. Nous parlâmes sans partir, le moteur tournait, les voitures circulaient autour de nous, tout le monde vaquait à ses occupations. Réseau vide, dit Élise en regardant le volant. Je vous dois tout dire de la nuit dernière. Dites-moi maintenant, dis-je. Il y a 8 ans, le cadavre de Toulouse faisait partie d'un circuit de transport. Je ne sais pas exactement ce qui était transporté, des documents, de l'information. Des informations personnelles. Sur les gens. Qui ils étaient, où ils vivaient, en qui ils avaient confiance. Ces informations étaient vendues à certaines personnes. Qui vendait ? Le réseau vide, dit-elle. Le réseau. Invisible de l'intérieur, inexistant de l'extérieur. Et l'homme d'Arcachon ? Ma supposition concernant cet homme est la suivante, dit Élise. Il était le transporteur du circuit. Mais à un moment, il n'a pas voulu transporter. Ou il en avait appris trop. Ces 2 choses mènent au même résultat. Qui l'a tué ? Je ne sais pas, dit-elle. Mais je pense que quelqu'un le sait. Qui ? Elle s'agrippa au volant. Elle était sur le point de sortir de la voiture. L'homme qui avait fait clore le dossier de Toulouse, dit-elle. Celui qui m'avait dit « Tu n'as jamais entendu parler du réseau vide », c'est lui. Il s'appelle Pierre Gallard. À l'époque, il était chef de l'unité criminelle de la région Garonne. Où est-il maintenant ?
À Paris. Retraité. Mais a vraiment retraité. C'est-à-dire? Cabinet de conseil, dit-elle. Les coins de ses lèvres se contractèrent. Conseil en sécurité. Client institutionnel. Le silence s'installa dans la voiture. Dehors, la circulation bordelaise s'écoulait, l'après-midi, les gens allaient en ville, au travail, chez eux. Une journée normale pour tous. Si Gallard a envoyé ce courrier, dis-je. S'il l'a envoyé, cela signifie qu'il vous connaît, dit Élise. Moi? Cela signifie qu'il sait qui dans cette institution a consulté ce dossier. Comprendre ce qu'il y avait dans cette phrase prit quelques secondes. Puis je compris. Il y avait quelqu'un à l'intérieur de l'institution. Des informations étaient divulguées. Qui? Thomas? Non, ma confiance en Thomas était intuitive, je ne pouvais pas l'expliquer, mais je le savais. Alors qui? Il y avait des bâtiments dans mon institution, du personnel administratif, des techniciens, des agents de sécurité. Parfois les plus invisibles sont ceux qui se tiennent le plus près. Faites attention à votre environnement de travail, dit Élise. Pas seulement aux dossiers. Aux gens aussi. Ce soir-là, en retournant à l'institution, j'attendais Thomas. Il n'était pas dans son bureau. Il était dans la salle des archives en bas, je regardais vers la porte, il cherchait quelque chose, rapidement mais soigneusement. Qu'est-ce que tu cherches? dis-je. Il se retourna. Il était surpris. Je ne m'attendais pas à vous voir. Je sais. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai regardé s'il y avait une copie enregistrée du dossier de Toulouse dans l'institution, dit-il. Vous m'avez posé la question hier et j'ai eu de la curiosité. Je m'arrêtai. Cela pouvait être vrai. Mais sa véracité n'était pas encore prouvée. Tu as trouvé? Non, dit-il. Mais il y a quelque chose d'intéressant. L'institution a une liste d'affaires de sources extérieures datant de 2016. Le nom de Toulouse y figure à un endroit. Mais il n'y a pas de dossier. Quelque chose se figea en moi. 2016, Toulouse. 2 ans après ce qu'Élise avait raconté. Prends cette liste, dis-je. Et garde-la seulement dans ton dossier. Thomas hocha la tête. Mais il me regarda. Madame Vernet. Oui? Sommes-nous en sécurité là? Je n'attendais à cette question. Ou si, je l'attendais, juste aussitôt. Je ne sais pas, dis-je. Mais si nous sommes prudents, notre chance d'être en sécurité augmente. C'est suffisant? C'est la seule chose qui soit suffisante dans ce métier, dis-je. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je passais par le pont sur la Garonne. Le fleuve coulait en dessous, dans le froid de novembre, dans le brouillard, d'apparence calme mais sans s'arrêter. Sans jamais s'arrêter. Cette fluidité me rappela quelque chose, les vérités coulent aussi ainsi. Si vous fermez la surface, elle continue par en dessous. Vous changez la direction, elle trouve un autre chemin. On ne peut pas les détruire. On peut seulement les retarder. Et les vérités retardées finissent toujours par vous apparaître, là où vous ne les attendiez pas. Réseau vide. Réseau vide. Mais le réseau n'était pas vide. Il était invisible parce qu'il était plein. Et maintenant, après 2 corps, 2 villes, 8 ans et un courrier du parquet, il commençait à devenir visible. Et j'étais en plein milieu. Alors que je commençais tout juste à pleinement assimiler cela, mon téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Seulement 2 mots. Galarçay. Je m'arrêtai sur place. Le brouillard descendait au-dessus de la Garonne. Les lumières de Bordeaux se reflétaient dans l'eau, brisée, dispersée, mais encore brillante. Qui avait envoyé ce message? Élise? Non, le numéro d'Élise était enregistré. Alors qui d'autre savait? Je ne connaissais pas la réponse à cette question. Mais je sentais que la réponse allait tout changer. Sous le fleuve, quelque chose coulait. Et je ne pouvais plus rester à la surface. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, selon vous, qui est vraiment Gallard? Vendredi matin, quand j'entrai dans la plus petite salle de réunion de l'institution, 4 personnes étaient réunies autour de la table. Élise Fontaine, Thomas Payet, la procureure adjointe Delphine Arcan du parquet de Bordeaux, et une 4e personne que je ne connaissais pas,
un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux noirs courts, regard direct. Sa carte d'identité était sur la table, commandant Rémi Touzet, unité des crimes organisés, ministère de l'Intérieur. Je m'arrêtai. Cette réunion n'était pas composée des personnes que j'avais invitées. Celles que j'avais invitées étaient Élise et Delphine. Les deux autres m'accueillaient sans y avoir été conviées. Je m'assis. Sans trop regarder le visage de chacun, mais je les vis tous. Madame Vernet, dit Touzet. Sa voix était basse et fatiguée, dans le bon sens du terme. Une fatigue qui vient du terrain, pas du bureau. Je vous remercie pour cette réunion de ce matin. J'attends que vous commenciez, dis-je. Touzet ouvrit un classeur. Je vis des pièces des documents de Thomas, des photographies d'Élise, des fragments des dossiers d'Arcachon et de Toulouse. Je les avais tous vus. Mais les voir ensemble, c'était différent. Réseau vide, dit Touzet. Où avez-vous trouvé ce nom? Il était écrit sur le bord du procès-verbal de Toulouse, dis-je. D'après la pression, je compris que ça avait été écrit en secret. Exact, dit-il. La personne qui a écrit cette note n'est plus en vie. Mais elle ne savait pas où la note allait finir. Le fait qu'elle soit arrivée entre vos mains était un développement imprévu. Imprévu ou non calculé, dis-je. Touzet sourit légèrement. Le second. Continuez, dis-je. Touzet se mit à raconter. J'écoutais. Le réseau vide, il le suivait depuis 7 ans. Apparence institutionnelle, dans les registres officiels un cabinet de conseil, mais fonctionnant en réalité autrement, collecte d'informations personnelles, vente à certaines personnes ciblées et, en cas de besoin, utilisation de ces informations comme outil de chantage. Ils ne savaient pas exactement quelles personnes figuraient sur la liste des cibles. Mais ils avaient atteint certains noms. L'homme d'Arcachon était un Belge. Son vrai nom, Marc Delcourt. Il était l'un des transporteurs du réseau vide, pas en transfert physique, mais en transfert de données. Des fichiers chiffrés changeaient de main à des coordonnées précises. Marc Delcourt avait travaillé dans ce système pendant 3 ans. Puis il avait refusé quelque chose. Quel genre de refus, dis-je. Il y avait un enfant sur la liste, dit Touzet. L'enfant d'une famille. Delcourt n'a pas effectué ce transfert. Et il a été tué. Et il a été tué. Le corps de Toulouse appartenait à un autre transporteur du même réseau. Lui aussi s'était arrêté à un point similaire. 8 ans auparavant. La marque de corde sur le doigt gauche, c'était le codage de communication interne du réseau vide. Un signe physique. Les transporteurs se reconnaissaient par cette marque. Pour dire, toi aussi tu es comme moi. Et en même temps, c'était un avertissement, tu es dans cette affaire. Tu ne peux pas en sortir. Les tatouages étaient différents. Des symboles de différentes périodes. Mais ils étaient faits de la même main, quelqu'un à l'intérieur de la structure faisait les marquages, de gré ou de force. Pierre Gallard, dis-je. Touzet marqua une pause. Vous connaissez ce nom, comment, dit-il. Élise me l'a dit, dis-je. Élise était assise calmement de l'autre côté de la table. Touzet la regarda. Élise ne bougea pas. Gallard, dit Touzet. Oui. Il a un lien avec Toulouse. Mais exactement où il se situe. Vous ne savez pas, dis-je. Nous ne pouvons pas encore le prouver. C'est lui qui a envoyé le courrier, dis-je. Comment le savez-vous? Je ne le sais pas, dis-je. Mais le code de l'ancien format correspond au formulaire de la période où Gallard était actif. Thomas a vérifié. Touzet regarda Thomas. Thomas hocha la tête. Delphine Arcan n'avait encore rien dit jusqu'à ce point. Elle posa maintenant la main sur la table. Pour pouvoir faire bouger les choses concernant Gallard, il nous faut la demande officielle de l'institution, dit-elle. Le faux courrier du parquet constitue une base suffisante. Mais Madame Vernet, il nous faut votre signature pour cela. Je regardai. J'attendis. 2 secondes. 3 secondes. D'accord, dis-je. Il y a un risque, dit Delphine. Nous pensons que Gallard a un contact au sein de cette institution. Nous ne savons pas encore qui c'est. Savez-vous qui ce n'est pas, dis-je. Qui? Thomas, dis-je. Et moi. Les épaules de Thomas s'affaissèrent légèrement,
pas de soulagement, mais de reconnaissance. La sensation d'être vu. Touzé rassembla les documents. Préparez la demande avant ce soir. Moi, je rentre à Paris ce matin. Dans 2 jours, une action concernant Galard commencera. 2 autres choses, dis-je. Il s'arrêta. Premièrement, pour trouver le contact à l'intérieur de cette institution, il faut du temps. Pendant ce temps, comment allez-vous assurer la sécurité des dossiers? Nous les mettrons sous protection numérique, dit Touzé. Ce n'est pas suffisant, dis-je. Il faut aussi des copies physiques. Dans des emplacements différents. Pas dans cette institution. Touzé réfléchit. Il hocha la tête. Nous nous en occupons. Deuxièmement, dis-je. Il y a un message de numéro inconnu. Avec écrit Galard sait. Quand est-il arrivé? Hier soir. Touzé et Delphine se regardèrent. Quelque chose passa entre eux. Qui a envoyé ce message, dis-je. Quelqu'un parmi nous, dit Touzé. Il voulait vous avertir. Pourquoi quelqu'un parmi vous m'avertirait-il? Parce que depuis le début de cette opération, quelqu'un savait que vous arriveriez à ce point, dit Touzé. Et cette personne a voulu vous intégrer dès le début de cette affaire. Je m'arrêtai. Qui? dis-je. Touzé ferma le dossier. Il regarda Delphine. Delphine me regarda. Élise Fontaine, dit Touzé. Elle n'a pas abandonné Toulouse il y a 8 ans. À sa retraite, elle est venue nous trouver. Cette opération a commencé quand Élise est venue nous voir avec ce dossier. Je me tournai vers Élise. Elle me regardait aussi. Sur ce visage contrôlé et calculateur, cette fois il y avait un regard qui ne cachait rien. La fatigue, la persistance, et le poids de 8 années. Vous, dis-je. Vous êtes venu me voir parce que vous faisiez partie de cette opération. Oui, dit-elle. Et moi? Vous, dit Élise. Vous avez vu cette marque. Quelqu'un d'autre ne l'aurait pas vue. Je savais que quelqu'un la verrait, mais je ne savais pas qui. Elle s'arrêta. J'attendais depuis 8 ans. Le silence s'abattit sur la salle de réunion. Thomas émit un léger bruit, il posa sa tasse de café sur la table. Delphine ferma son stylo. Touzé regarda par la fenêtre le froid matin de novembre à Bordeaux. Moi, je regardais Élise. Ce genre de silence, celui qui se crée entre 2 personnes qui, après que les années ont passé, se voient pleinement l'une l'autre. Je sortis de la salle de réunion. Je m'arrêtai dans le couloir. Les lumières fluorescentes de l'institution clignotaient, froides, plates, familières. L'odeur de formaldéhyde était là. Le métal. Je ressentis tout cela. Et cette fois, je ne fus pas dérangé. Cet après-midi-là, 4 choses se produisirent. Premièrement, je signai la demande officielle. Delphine porta le document au parquet. Deuxièmement, Thomas examina la liste de 2016 et trouva 2 noms. Un ancien responsable technique de l'institution, et une adresse e-mail liée à la petite société de conseil qu'il avait créée après avoir quitté l'institution en 2019. Cette adresse coïncidait avec un nœud dans le réseau de connexion de Galard. Quand Thomas trouva cela, il me le donna d'abord, sans le dire à personne. Je regardai Thomas à ce moment-là. Il me regarda aussi. Bon travail, dis-je. Merci, dit-il. Et il ne dit rien de plus. Mais ce qu'il ne disait pas était aussi important que ce qu'il disait. Troisièmement, l'approbation de l'unité parisienne du ministère de l'Intérieur arriva. Pierre Galard fut convoqué cet après-midi-là à 16h pour déposer dans son bureau. Simultanément, la société de conseil fut placée sous surveillance numérique. Quatrièmement, en fin d'après-midi, 3 noms de transporteurs actifs à l'époque du réseau vide contactèrent les autorités compétentes. De façon indépendante, sans se concerter, le même jour. Vous comprenez ce que cela signifie, parfois, quand quelque chose commence à se briser, la fissure progresse simultanément depuis plusieurs endroits. Je ne l'appris pas dans les informations. Touzé m'appela. Il me résuma brièvement. L'affaire Delcourt, dit-il. C'est maintenant un cas actif. Toulouse aussi va être rouverte. Et Galard, dis-je. Il dépose en ce moment, dit-il. Et ensuite? C'est le travail du parquet, dit-il. Votre travail est terminé.
Je raccrochai. Je restai immobile un long moment. De la fenêtre de mon propre bureau, je regardais la Garonne. Le fleuve coulait, dans l'obscurité du soir de novembre, dans le brouillard, d'apparence calme, mais sans s'arrêter. Sans jamais s'arrêter. J'allais au bureau d'Élise. C'est-à-dire qu'Élise n'y était pas, mais j'avais son numéro. Je l'appelai. « Vous avez entendu ?» dis-je. « J'ai entendu », dit-elle. Sa voix avait changé. Non pas brisée, bien au contraire, quelque chose s'était dénoué en elle. Touzet m'a envoyé un message. « Comment vous sentez-vous » Court silence. « Il y a 8 ans, ils ont clos un dossier, » dit-elle. Moi aussi, j'ai clos quelque chose. J'ai arrêté de croire que ces choses pouvaient être rouvertes. Elle s'arrêta. Je me suis trompée, apparemment. Vous vous êtes trompé, dis-je. Comment avez-vous fait ça? Je veux dire, pourquoi avez-vous regardé cette marque une deuxième fois? J'attendais cette question. Peut-être que je me la posais à moi-même aussi. Parce que le doigt gauche est le côté normalement non protégé, dis-je. Quand les gens tombent en avant, c'est la main droite qui se tend. Pour que cette marque se forme sur la main gauche, il fallait autre chose. Les choses différentes ont toujours quelque chose à me dire. Élise rit. Un rire réel, épuisé, vieux de 8 ans. J'avais pensé la même chose, dit-elle. Il y a 8 ans. Je sais, dis-je. Mais je ne pouvais pas le dire. Maintenant c'est dit. Je raccrochai. Thomas attendit un moment avant de frapper à la porte. Puis il entra. Madame Vernet, dit-il. Il paraît que l'unité familiale de l'affaire Delcourt va appeler. Il avait un proche en Belgique. Est-il approprié qu'il m'appelle à ce stade, dis-je. Je pense que c'est le bon moment pour qu'ils posent les questions qu'ils veulent poser, dit Thomas. C'est vous qui avez trouvé. Je n'ai fait que regarder, dis-je. Vous m'avez dit un jour que regarder était aussi une compétence, dit Thomas. La première semaine. Je m'arrêtai. Je regardais Thomas. 26 ans, qui prenait les photos à l'avance, qui savait attendre, qui avait trouvé la liste, qui avait remis les noms en silence. Je l'avais dit, dis-je. Tu t'en souviens? Je m'en souviens, dit-il. En sortant, il s'arrêta à la porte. Madame Vernet. J'ai une question à vous poser. Personnelle. Posez-la. Pourquoi faites-vous ce travail? Je veux dire, vraiment. Je regardais la fenêtre. Je regardais la Garonne. Je regardais le brouillard. Parce que, dis-je, sans me retourner. Ceux qui sont ici ne peuvent plus parler. Mais leurs traces parlent. Et tant que je suis quelqu'un capable de lire ces traces, aucune voix ne peut être considérée comme entièrement éteinte. Thomas ne dit rien. Mais en fermant la porte, il la ferma doucement, soigneusement, avec attention. Un mois plus tard, à l'Institut médico-légal de Bordeaux, un changement modeste mais permanent eut lieu. Une nouvelle section fut ajoutée au rapport de constatation, intitulé « Constatation atypique », une zone où seraient documentés séparément tous les signes physiques ne correspondant pas aux catégories standards. Sur proposition de Thomas, la méthodologie de l'affaire Arcachon fut prise comme référence. Delphine Arcan s'arrêta un jour dans le couloir. Elle me regarda. Pour avoir signé cette demande, dit-elle. C'était ce qui était nécessaire, dis-je. Ceux qui font toujours ce qui est nécessaire ne peuvent pas faire ce métier longtemps, dit-elle. Je comprends. Mais certains le font quand même, dit-elle. Et elle continua son chemin. 2 semaines après, un message arriva d'Élise. C'était un court message. Elle était allée à Lyon, avait rendu visite à un ancien collègue. Cette affaire est terminée, mais elle n'est pas terminée, avait-elle écrit. Galard est conclu. Mais le réseau vide continue sous d'autres formes. Quand vous serez prête, parlons. Je lus le message. Je posai le téléphone. Je regardai par la fenêtre. À Bordeaux, la pluie tombe différemment que dans les autres villes. Cela fait 13 ans que je travaille dans cette ville. La plupart du temps, je n'ai regardé que le sol, les traces, les taches, les vestiges. J'oubliais de regarder en haut. Cette semaine, j'ai regardé en haut. Au-dessus de la Garonne, le brouillard se dissipait.
La silhouette de Notre-Dame de la Dorade brillait dans la lumière froide du matin de novembre. Bordeaux était d'elle. Elle l'avait toujours été. Moi, j'oubliais parfois de le voir. Je m'appelle Camille Vernet. J'ai 38 ans. Je suis pathologiste experte à l'Institut médico-légal de Bordeaux. En prononçant cette phrase maintenant, je ne me pose plus la question habituelle. Le fleuve coule. Je suis là aussi. Et ici, pour l'instant, est exactement là où je dois être. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, partagez vos commentaires. Et pour ne pas manquer les histoires de Camille et d'Élise, n'oubliez pas de vous abonner.